Cette vidéo est présentée par la Loulou Production. Si vous comprenez cette private joke, je vous aime. Bref, welcome here. Take a seat. Putain, mais j'ai même pas fait l'effort de ranger ma couverture convenablement tellement je suis une bouffonne. Ce qui se passe là actuellement, c'est la deuxième fois que je dois tourner cette vidéo pour des raisons personnelles. Est-ce que ça a l'air presque rangé? On s'en fout de toute façon. Oh là. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons pour la seconde fois sur cette chaîne se pencher sur l'art divinatoire qui est le tarot. Oui, tout le monde est heureux. D'abord, comment est-ce que vous allez? Prenez 5 secondes pour réfléchir comment est-ce que vous allez et dites-moi. Voilà, je prends votre réponse. Je sais que je ne peux pas vous entendre, mais peu importe la réponse, je prends votre réponse et je la transforme en joie pure. Et je vous la rends. Et si c'était déjà de la joie pure, eh bien tant mieux pour vous, ce sera encore plus de la joie. Parce qu'on est ici pour être en joie, en harmonie, en paix, pour s'amuser et s'éclater, vraiment pour passer le meilleur moment de la journée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher un petit peu sur l'histoire du tarot, sur cet objet un petit peu mystique. On va se pencher sur les deux grands types de tarot divinatoire qu'on utilise aujourd'hui. Et je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce que je procède. Reviens ici Jean-Charles. Comment est-ce que je procède pour faire mes tirages? Nous allons donc commencer, on ne perd pas de temps. Le tarot, on ne sait pas exactement d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il tire exactement ses origines les plus profondes. On a plusieurs hypothèses, notamment les Égyptiens, les Celtes, les Bohémiens. Une des hypothèses qui paraît aussi logique, c'est le fait que ce soit simplement l'évolution des jeux de cartes en Italie. Puisque le tarot qu'on connaît le plus, en tout cas le plus ancien, le tarot de Marseille, naît en Italie vers le 14e, 15e siècle. Le nom tarot de Marseille est totalement erroné, il ne vient pas de Marseille, mais il tire ce nom du fait que entre le 18e et le 19e siècle, il était principalement produit du côté de Marseille. Ce tarot a une dimension très judéo-chrétienne. C'est vers le 15e siècle qu'il est importé en France, ce que plus tard qu'il deviendra une pratique divinatoire. À la base, c'est vraiment un jeu. Alors un jeu de quoi exactement? Il y a plusieurs hypothèses qui ont été posé là-dessus et sur l'aspect vraiment philosophique que ce tarot a. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur un documentaire sur Arte qui est très intéressant et qui émet notamment l'hypothèse que Marcille Ficin pourrait être l'un des pères des arcanes majeurs dans le tarot. Je vous invite à aller le voir, il sera bien évidemment en description. Effectivement, dans ce reportage, on voit un petit peu toute la philosophie qui peut se cacher derrière les cartes et notamment, il y a plein de choses qui sont ralliées à Platon. C'est hyper intéressant et ne serait-ce que pour l'interprétation des cartes, c'est très enrichissant. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, chaque tarot est constitué de la même manière, c'est-à-dire qu'on a 22 arcanes majeurs, qu'on appelle aussi les atouts, et 56 arcanes mineures divisées en 4 couleurs comme un jeu de cartes habituel comme on le connaît aujourd'hui. Cette structure est reprise dans tous les tarots et on va voir plus tard qu'il y a vraiment deux structures qui se répètent. La première structure qui est celle du tarot de Marseille ou la structure du tarot Rider-Waite, qui sont vraiment les deux grands tarots qu'on utilise aujourd'hui, et le Rider-Waite est le tarot qu'on utilise le plus au niveau mondial. Comme nous sommes dans des pays relativement francophones, il est tout à fait normal d'entendre parler principalement du tarot de Marseille puisque c'est celui qui nous est le plus proche culturellement parlant. En tant que civilisation chrétienne, c'est normal que ce soit celui dont on nous a le plus parlé et dont on nous parle le plus. Et finalement, le tarot Rider-Waite est lui-même tiré du tarot de Marseille, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Effectivement, il existe des variétés innombrables de tarots avec des illustrations très très variées. Ils sont toujours basés sur cette même structure. Contrairement aux oracles, je le dirai jamais assez, qui eux ont des structures et un nombre de cartes totalement variés, ce qui fait aussi tout leur intérêt bien sûr. Le tarot est un outil divinatoire qui est relativement mystique et c'est ça qui est super intéressant quand on se penche vraiment sur la signification des cartes et de ce que les premiers auteurs auraient pu avoir eu envie de nous transmettre à travers ces illustrations, et c'est ça qui fait vraiment
tout le mythe du tarot, tout le mythe de cet objet qui est en fait finalement assez mystique et c'est très intéressant de s'y pencher. J'ai vraiment survolé tout ça. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis pas mal de liens en barre d'infos, donc je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même si ça vous intéresse. Après le tarot de Marseille, il y a eu différentes variantes, dont le tarot de Besançon, qui pour moi pourrait être relié à l'idée du tarot de Rider-Waite. Le tarot de Besançon a été créé vers le XVIIIe siècle, c'est-à-dire un peu le siècle des Lumières, tout ça, où on commence à se détacher de l'église. C'est très intéressant de remarquer que dans ce tarot, on a remplacé le pape et la papesse par Jupiter et Junon. On s'écarte totalement de l'église et c'est tout à fait normal quand on voit la période dans laquelle c'est sorti. Il faut savoir aussi que, juste pour information, l'ermite dans ce tarot-là est aussi appelé le capucin. C'est un tarot qu'on ne voit plus, ou en tout cas presque plus. Je n'en avais jamais entendu parler avant ça, en tout cas. C'est en 1909 que le tarot Rider-Waite sort. Il est proposé par un membre de la Golden Dawn. C'est une ancienne société secrète britannique. C'est l'Aube dorée, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Cette nouvelle version du tarot nous propose un tarot beaucoup plus universel qui a vraiment pour but de s'éloigner un maximum de cette culture judéo-chrétienne qu'on trouve dans le tarot de Marseille. Alors les grandes différences entre ces deux tarots, c'est bien évidemment l'absence de figure d'église. On a notamment le battleur qui devient le magicien, la papesse qui devient la grande prêtresse, le pape qui devient l'hiérophant. On remarque également que la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille contient 4 personnes. Donc en fait on a un homme qui hésite entre 2 prétendantes, tandis que la carte dans le Rider-Waite devient les amoureux, et alors là on a 3 personnes, l'entité divine qu'on avait déjà sur le tarot de Marseille et 2 personnes, un homme et une femme. On a également l'arcane 13 qui ne portait pas de nom dans le tarot de Marseille, qui portera un nom dans le tarot Rider-Waite qui du coup s'appelle la mort. Dans la carte du soleil, on remarque également que dans le tarot de Marseille il y a 2 personnes, que dans le Rider-Waite, il n'y a plus qu'un seul petit garçon. Les cartes de la justice, qui était le numéro 8 dans le tarot de Marseille, et la carte de la force, qui était le numéro 11, sont inversées dans le tarot de Rider-Waite. Et on a également le mât, le fou, qui a un numéro dans cette nouvelle édition du tarot, qui est le 0. Et il y a aussi une autre grande différence, c'est que les arcanes mineurs dans le tarot de Marseille, à part les cartes de la cour qui, elles, étaient présentées sous différentes scènes, les cartes des arcanes mineurs au niveau des nombres dans le tarot de Marseille n'étaient représentées que par le nombre d'objets qui figurent sur la carte, comme on pourrait l'avoir sur un jeu de cartes classique. Tandis que dans le tarot Rider-Waite, toutes les arcanes mineures sont représentées par des scènes, ce qui n'était du coup pas le cas. Personnellement, c'est celui que je préfère parce que je trouve qu'avoir des scènes sur toutes les cartes, c'est beaucoup plus parlant, et au niveau de l'interprétation et de l'analyse, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être dites. On en vient donc à comment est-ce qu'on va tirer nos cartes. Je vous ai fait des jolis petits schémas. Je vais vous proposer 5 manière de tirer les cartes. Je suis désolée pour la lumière les gars, c'est vraiment pas ouf. J'ai plus le choix, parce que si je fais pas ça aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Alors, on peut tirer les cartes, on peut tirer une seule carte pour répondre à une question précise. On peut prendre la globalité de la carte, ou juste le oui, non, peut-être qu'elle nous donne. On peut aussi tirer de manière intuitive. On va penser à quelque chose, ça peut être général, ça peut être une question en particulier, et tirer une ou 2 ou 3 cartes en fonction du besoin qu'on ressent. Chaque personne a une manière très personnelle de tirer les cartes. Certaines personnes vont purifier de manière totalement différente, que ce soit par le son, que ce soit avec des pierres. En soufflant dessus, on peut taper 3 fois dessus, vraiment. Il y a plein de manières de faire et je vous invite vraiment à vous renseigner et de voir quelle manière vous correspond le mieux. Personnellement, j'ai tendance à le purifier par fumigation et avec le son de ma clochette. Avec une pierre, si j'en ressens le besoin, vraiment je fais tous les côtés. Parfois je tape 3 fois dessus, mais ça je ne le fais pas systématiquement. Un autre tirage super simple que vous pouvez faire, c'est les tirages à 3 cartes. Et les 3 cartes peuvent vraiment représenter plein de choses. De manière plus générale, les 3 cartes présentent le passé, le présent, le futur. Et puis je vais lire parce que j'ai vraiment aucune race. Ça peut représenter aussi la pensée, le corps, l'esprit, la situation, l'obstacle, la leçon, le rêve, la vie, la peur, le désir, l'obstacle, la solution, soit son partenaire et la dynamique. Évidemment, il y a d'autres choses. Le tirage en croix celtique. Je vous mets une belle
Petite illustration. Alors, la carte du milieu représente le présent et on va superposer une deuxième carte qui représente ce qui bloque la situation présente. La troisième carte se place juste au-dessus. Ce sont les espoirs et les buts à atteindre. Et la quatrième juste en dessous qui représente la provenance du problème dans une influence passée assez récente. La cinquième se place à gauche, c'est les influences du passé, et la sixième à droite, ce sont les influences du futur. Ensuite, on a 4 cartes tout à droite qui sont superposées. On part en dessous jusqu'au dessus. La première représente le consultant en tant que personne, comment est-ce qu'il se voit. Celle juste au-dessus, du coup, la 8e carte, représente la manière dont l'extérieur va voir le consultant. La 9e carte représente les conseils et la 10e carte la solution. Ce tirage est assez général, il permet souvent de débloquer différentes choses et c'est très intéressant de le faire. Maintenant, il demande du temps et de l'énergie. Ce que vous pouvez faire si vous avez moins de temps ou d'énergie, c'est utiliser le tirage en croix. Tirage en croix de vérité, c'est celui que j'utilise. Il y a énormément de tirages en croix, il y a plein de manières de les faire et vraiment je vous invite à vous renseigner de nouveau sur toutes les manières qui existent. Personnellement, je le procède de cette manière. La carte du milieu représente la situation de base ou présente. Ensuite, la carte juste à gauche représente les désirs et celle à droite les énergies positives et les aides qui vont être apportées aux consultants. La carte numéro 4 se place juste en dessous, ce sont les difficultés et les obstacles, et finalement la 5e c'est la sortie, la possibilité de résolution. Ce tirage est un peu plus simple et il est pratique. S'il va pas dans le fond des choses, il débloque quand même normalement la situation. Et un dernier tirage que j'avais bien aimé, c'était le tirage du conseil tout simplement. Ce sont 5 cartes qui sont alignées l'une à côté de l'autre. La première c'est ce qu'est le demandeur, la deuxième c'est est-ce qu'il est sur le bon chemin, la troisième quel est l'obstacle principal qu'il va rencontrer, la quatrième ce qui va l'aider et enfin la cinquième comment est-ce qu'il est censé progresser dans la situation dans laquelle il est. Des tirages, il en existe des millions et des milliards. Vraiment, je vous invite à aller voir. Personnellement, je trouve beaucoup d'inspiration sur Pinterest et sur Instagram. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui proposent des challenges avec des tirages de tarot quotidiens et je trouve ça génial. Donc vraiment, renseignez-vous, allez les suivre. C'est vraiment le top du top. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente si vous avez envie d'étudier les arcanes majeurs avec moi. Il y aura 2 autres vidéos pour les arcanes mineurs. Ce sera pas tout de suite, hein. Laissez-moi le temps de respirer un peu entre chaque vidéo aussi. Plein de liens en barre de description si vous voulez aller plus loin sur ce thème. Personnellement, je n'ai pas racheté de livres depuis la dernière fois. Mais évidemment, si je rachète des livres, je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense. Je vous remercie très très fort pour votre écoute. Je vous propose de partager si ça vous a intéressé, de vous abonner et de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche si le désir vous est près de vous. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Des gros bisous. Love. Salut.